À Land O'Lakes, dans le Wisconsin, il est rare d'entendre hurler les sirènes d'une ambulance. C'est pourquoi le décès d'une jeune femme, a priori en bonne santé, stupéfie la population. Un expert en informatique, un psychiatre et un ingénieur vont travailler ensemble pour résoudre cette énigme. 3 personnes sont exécutées sur 2 continents différents. Y a-t-il un lien entre ces 3 affaires? C'est ce que vont tenter de découvrir Interpol, le FBI et la police locale. Une vieille machine à écrire et un rouleau de ruban adhésif vont-ils permettre de percer le mystère? Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Le crime parfait est-il une chimère dont se nourrissent les romanciers et auquel aspirent les tueurs potentiels? Quelques exemples sont restés dans les annales de la police criminelle. Ainsi, à Paris, le 16 mai 1937, Laetitia Toureau, une jolie veuve de 29 ans, travaillant pour une agence de détective, est retrouvée dans un wagon de métro vide, effondré sur le sol, un poinçon planté dans le cou à la station Porte Dorée. La police enquête, différentes pistes sont envisagées. Native du Val d'Aoste, Laetitia Toureau espionnait-elle les immigrés italiens pour le compte d'un ministre de Mussolini? Était-elle chargée d'une mission qui aurait mal tourné auprès de la Cagoule, cette organisation terroriste d'extrême droite qui narguait le gouvernement du Front populaire? Ou, plus vraisemblablement, a-t-elle été victime d'un psychopathe? Après plusieurs mois d'investigation infructueuse, l'enquête tourne court, elle est abandonnée. Le 16 novembre 1962, beaucoup plus tard, un commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Paris reçoit une longue lettre d'un inconnu. Elle est intitulée « Je suis l'assassin de Laetitia Toureau ». Son auteur confesse être tombé follement amoureux de la jeune femme dans un dancing à la fin de l'année 1936. Puis, avoir été conduit, après plusieurs mois de cours assidus, et une demande en mariage. L'auteur de la lettre raconte ensuite comment il avait suivi sa future victime dans le métro et comment il l'avait assassinée entre 2 stations. Mais cette confession, n'apportant rien de plus que ce qui avait été révélé dans la presse de l'époque, l'affaire est à nouveau classée sans suite. Alors je l'ai rouverte, 8 ans plus tard, dans une émission intitulée « 2 mémoires d'hommes », émission consacrée aux grandes énigmes de l'histoire. 2 mois avant la diffusion, j'avais demandé aux téléspectateurs de me fournir archives, témoignages, documents dont on le disposait. En dehors de quelques détails inédits, je n'avais pu recueillir aucun élément significatif. Ainsi, force fut de constater que Laetitia Toureau avait bel et bien été victime d'un crime parfait. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à une affaire qui, elle, ne date que d'une dizaine d'années. C'est par une belle journée ensoleillée que Ken John apprend la mort de sa fille de 28 ans. C'était une journée magnifique. Les gens étaient dehors pour en profiter. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça alors que ma fille venait de mourir? Quand les ambulanciers arrivent, Janelle Plourde est allongée par terre dans la salle de bain. Son mari, un secouriste expérimenté, est en train de lui faire un massage cardiaque. Mais il est trop tard. Sa femme est déclarée morte quelques instants plus tard. Je me souviens simplement avoir crié « Non » et dit qu'on arrivait immédiatement. À première vue, il s'agit d'un suicide. 39 capsules vides d'un barbiturique sont découvertes dans la poubelle de la salle de bain. Ce médicament a été prescrit à Janelle pour ses maux de tête.
Il y avait une énorme quantité de barbiturique et de la codéine dans l'organisme de Janelle. Environ 20 fois la dose mortelle, je crois. Apparemment, Janelle a vidé les capsules de barbiturique dans une boisson pour qu'ils agissent plus vite. Mais au lieu de la tuer, le médicament a gravement irrité son estomac. Elle est allée vomir, s'est évanouie et s'est noyée dans la cuvette des toilettes. D'après le médecin légiste, il s'agissait d'une mort par overdose de barbiturique, mais il n'excluait pas qu'elle ait pu se noyer dans les toilettes. La belle-mère de la jeune femme dormait dans la chambre d'à côté, mais elle n'a rien entendu de suspect. Elle s'est endormie et Doug l'a réveillée en hurlant que Janelle était morte dans la salle de bain. C'est la seule chose qu'elle ait pu nous dire. Visiblement, la jeune femme était dépressive. Janelle et son mari avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils gagnaient peu et ils étaient couverts de dettes. Ça faisait 9 ou 10 ans que ça durait, et elle tournait en rond. Pas d'enfants, de grosses difficultés financières. Ils avaient 2 vieilles voitures. Ils étaient hébergés chez sa mère à lui. Elle n'en pouvait plus. Depuis peu, Janelle avait commencé à s'interroger sur sa sexualité et sur le bien fondé de son mariage. Son homosexualité n'aurait jamais été acceptée dans cette petite ville. Elle n'aurait pas pu faire son coming out et l'assumer aussi facilement que dans une grande ville. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle vivait comme une hétérosexuelle, alors qu'elle avait découvert ou accepté qu'elle était homosexuelle. Et ensuite, elle se suicide pour ça. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Pour moi, ça n'a pas de sens. Janelle a connu un autre coup dur, lorsque son ancienne camarade d'université se suicide en lui laissant cette lettre. La tristesse m'envahit alors que je suis en train de t'écrire ces derniers mots, mon amour. Je ne pourrai jamais te dire à quel point je suis désolée pour l'acte que je suis sur le point de commettre. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les enquêteurs découvrent alors un email que Janelle a envoyé à ses amis quelques jours avant sa mort. Il faut que vous sachiez toute la vérité, car je serai bientôt partie. Vous êtes tous des amis de Doug. Soyez là pour lui, s'il vous plaît. Je vous aime. Vous allez me manquer. Sachez que je n'ai jamais voulu vous causer de chagrin, mais je dois faire ce que j'ai à faire. Pourtant, la famille de Janelle demande à la police de faire une enquête plus approfondie. Elle ne croit pas à la thèse du suicide. Je leur ai dit que ça ne collait pas. Je ne voulais pas qu'ils concluent à un suicide et qu'ils classent le dossier, alors que de toute évidence, elle ne s'était pas suicidée. La police ouvre alors une enquête et découvre certains éléments troublants. Les analyses toxicologiques montrent que Janelle Ploud a ingéré une dose mortelle de barbiturique. De plus, le médecin légiste a constaté qu'elle avait de l'eau dans les poumons, ce qui semble confirmer la thèse de la noyade. Son œsophage est gravement brûlé, sans doute parce qu'elle a ingéré les barbituriques sans leur capsule. Il est certain que Janelle Ploud a ingéré une dose mortelle de barbiturique, puis a vomi dans les toilettes. Mais s'est-elle réellement évanouie et noyée dans l'eau de la cuvette des toilettes, ou est-ce un acte criminel? L'autopsie ne peut pas le dire. Pourquoi quelqu'un irait vider des gélules de barbiturique et avaler leur contenu avec de l'eau alors qu'on peut très bien les avaler telles quelles, sans se brûler la gorge? Incapable de surmonter ces difficultés, Janelle Ploud a-t-elle mis fin à ses jours en ingérant une quantité massive de barbiturique, puis en se noyant accidentellement dans la cuvette des toilettes. Les barbituriques, médicaments hypnotiques, sont utilisés pour traiter notamment les troubles du sommeil et l'épilepsie. Mais contre-indications et effets secondaires présentent une réelle dangerosité en cas de traitement prolongé ou de surdosage. Une récente étude américaine a par ailleurs mis en évidence la corrélation statistique qui existe entre barbiturique, maladie d'Alzheimer et cancer. Des conditions de vie pénibles,
et une frustration sexuelle devenue insupportable peuvent expliquer l'acte de désespoir de la jeune femme. Mais ses parents refusent d'y croire. Il importe maintenant aux médecins légistes et aux enquêteurs de vérifier la crédibilité du suicide. En passant la salle de bain au peigne fin, les policiers découvrent des mouchoirs en papier dans la poubelle et les capsules vides des médicaments. Après analyse dactyloscopique, il s'avère qu'une seule d'entre elles porte les empreintes digitales de la victime. Ça n'avait aucun sens pour les inspecteurs. Ça ne collait pas. Les gélules avaient un petit système rigide à l'intérieur pour maintenir les deux parties ensemble. Donc il fallait forcer pour les ouvrir. Il n'y a aucune trace du contenu des gélules près du lavabo et les empreintes de Janelle ne sont pas sur la cuvette des toilettes. Il aurait dû y en avoir partout sur le lavabo. Il aurait dû y avoir de la poudre tout autour. Si quelqu'un est malade et qu'il vomit dans les toilettes, inévitablement, il va se tenir au-dessus des toilettes en posant la main sur la cuvette. Mais là, il n'y avait rien, comme si ça avait été nettoyé. En revanche, on trouve des empreintes palmaires de la victime sur le sol, près des toilettes. De plus, les enquêteurs relèvent une empreinte palmaire de son mari, Doug, autour du lavabo, juste à côté des toilettes. Au début, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le suicide, ni sur l'autre possibilité d'ailleurs, l'homicide. On n'en avait aucune idée. Mais il s'agissait d'une jeune femme en bonne santé qui faisait du sport et qui était en forme. Elle n'avait aucun problème de santé particulier. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle meure. Le montant de l'assurance vie de Janelle n'est pas élevé. Il est donc peu probable qu'on l'ait tuée pour l'argent. Les enquêteurs saisissent les ordinateurs du couple pour examiner leur contenu et tenter d'en apprendre davantage sur la victime. La première étape, c'est de faire une copie du disque dur. En faisant ça, on ne modifie pas les données qui sont dessus. Parce que le but, c'est de récupérer les données en l'état. Les experts découvrent toutes sortes d'informations sur le disque dur. Quand vous visitez une page web, cette information est stockée sur votre disque dur. Pour un technicien, c'est une vraie mine d'or. Ça permet de savoir quels sites ont été consultés au cours des 10, 15, 20 derniers jours. On peut parfois même remonter plus loin. Les enquêteurs découvrent que l'ordinateur tenait une place importante dans la vie du couple. Ils passaient énormément de temps devant l'ordinateur, principalement sur un service de messagerie instantanée. Ce chat ressemble à tous ceux que l'on trouve sur Internet. Grâce à un nouveau logiciel développé en Australie, les enquêteurs parviennent à retrouver d'anciens messages stockés sur le disque dur. Ils découvrent que le couple avait parfois des relations sexuelles avec des partenaires rencontrés en ligne. Grâce à ce logiciel dernier cri, on a pu déchiffrer un grand nombre d'informations. Et ce qu'on a découvert était hallucinant. D'après les messages, c'est Doug qui organisait ces rencontres. Celui-ci avait aussi des penchants pour le bondage, la domination et le sadomasochisme. C'était très choquant. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que Janelle a écrit, ce style de vie ne la rendait pas heureuse. Quand il a un plan pour coucher avec une nana du coin, il me demande de venir avec lui. Mon cœur est ailleurs. Il ne bat pas pour cet homme. Il lui faisait mener une vie dissolue qui pour elle était totalement immorale. Les parents de Janelle disent à la police que leur fille voulait divorcer. Elle s'aimait comme elle était. Elle aimait sa vie. Elle aimait la vie en général. C'est pour ça que pour moi, ça n'avait pas de sens qu'elle se soit suicidée. La plupart des utilisateurs d'ordinateurs et d'Internet ignorent qu'il ne suffit pas d'effacer un fichier du disque dur pour en supprimer la trace. Car un fichier devenu invisible est toujours présent dans le système central de l'appareil. Et il peut être restitué
par un expert du numérique. En France, près de 200 spécialistes exercent aujourd'hui dans le secteur libéral. Procureurs et juges d'instruction utilisent aussi les compétences des gendarmes, de l'Institut de recherche criminelle et des policiers de l'Office central de lutte contre la criminalité, liée aux techniques de l'information et de la communication. L'informatique est utilisée par tous les gens qui sont en marge, rappelle Jean-Raymond Lemaire, un expert judiciaire, que ce soit le pédophile, le terroriste, l'escroc, les membres du grand banditisme ou de réseaux de trafiquants de drogue. Dans notre affaire, les enquêteurs découvrent que Doug Pleude s'adonnait compulsivement à la recherche de partenaires sexuels sur des sites internet et qu'il y associait sa femme, sans doute à son insu. En fouillant dans les tréfonds du disque dur, les experts mettent également à jour une information capitale. Genel avait établi un contact avec une internaute et avait l'intention de lui rendre visite au Texas. Dès lors, une question se pose. Une femme qui vient de prendre un rendez-vous amoureux, a-t-elle réellement l'intention de se suicider ? Elle devenait enfin elle-même et elle avait des projets, ce qui prouve bien qu'elle attendait beaucoup de la vie. Elle ne montrait aucun signe clinique de dépression. Elle n'avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui a complètement baissé les bras et qui veut en finir. En épluchant la messagerie de Genel, les enquêteurs découvrent que ce qu'ils croyaient être un message d'adieu ne l'est pas du tout. La jeune femme parlait en fait de son mariage. Elle ne voulait pas se suicider, mais quitter le domicile conjugal. Ils décident donc de s'intéresser de plus près à son mari, Doug. Ouais, très bizarre. Doug était un type extrêmement bizarre. Doug Pleude, 35 ans, est ouvrier. Il travaille également comme ambulancier à temps partiel. Il était marié à Genel depuis 8 ans. Doug déclare qu'ils étaient heureux ensemble, mais la famille de la jeune femme n'est pas de cet avis. Il n'avait aucun avenir dans son travail, et ça semblait lui convenir, mais pas à Genel. Elle voulait avancer, elle voulait reprendre ses études et trouver un meilleur job. Sans compter que les informations contenues dans l'ordinateur de Genel contredisent complètement le scénario du mariage heureux. Ils avaient des problèmes de couple et d'après ce que j'ai compris, ils s'étaient mis au libertinage pour essayer de sauver leur mariage. Mais apparemment, ça n'avait pas marché et Genel lui avait dit qu'elle ne voulait plus être avec lui parce qu'elle préférait les femmes. Elle allait demander le divorce. Elle voulait le quitter. Elle avait vraiment envie d'avancer dans la vie et de reprendre les études. Elle a dit aussi qu'elle n'aimait pas la personne qu'il était en train de devenir. Mais Doug continue de dire qu'il a découvert sa femme inconsciente, la tête plongée dans la cuvette des toilettes. Les enquêteurs ne croient pas à son histoire. Ils décident donc de faire appel à Julius Blanco, un ingénieur spécialisé dans les installations sanitaires. Il explique que ce type d'installation est justement conçu pour éviter tout risque de noyade accidentelle. Si une personne meurt, perd conscience ou s'évanouit, elle tombera des toilettes. Elle ne tombera pas dans les toilettes. Compte tenu du poids d'un corps et la façon dont il bouge, il tombera obligatoirement à une certaine distance des toilettes. Il ne tombera jamais dedans. Et on a beaucoup d'exemples où ça s'est passé comme ça. L'ingénieur fait des essais avec une femme de la même taille que Genel. Il prouve qu'à cause de la largeur du corps, seule une petite partie de la tête peut être immergée dans les toilettes. Votre tête rentre dans les toilettes. La partie supérieure de votre visage sera bien mouillée, vous aurez le nez sous l'eau, mais certainement pas le nez et la bouche en même temps. Pour un adulte, c'est totalement impossible. C'est alors que les enquêteurs remarquent quelque chose sur une des photos de l'autopsie, prise un jour après le décès de Genel. En regardant la photo, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait un bleu dans le cou. Et je me suis immédiatement dit, incroyable, ça correspond au rebord de la cuvette des toilettes.
Lorsqu'on est malade et qu'on vomit dans les toilettes, on ne se retrouve pas avec un bleu sur le cou, à moins que quelqu'un n'exerce une pression dessus. Et à l'intérieur du bleu, une petite lacération apparaît, qui ne peut pas avoir été causée par la cuvette des toilettes. Il n'y a pas de stries sur ce genre de surface. J'ai appris que les cuvettes de toilette et les équipements de salle de bain sont fabriqués en porcelaine vitrifiée. C'est un matériau que l'on ne trouve qu'aux États-Unis. C'est une surface très lisse et très solide. Alors d'où viennent ces coupures sur le cou de la victime? La famille de Janelle a la réponse. Elle dit que les marques ressemblent à une chaîne que portait habituellement la jeune femme. Mais cette chaîne n'a pas été retrouvée chez elle. Les enquêteurs se procurent donc des photos de Janelle sur lesquelles elle porte cette chaîne et ils font des comparaisons avec la blessure qu'elle a sur le cou. Le laboratoire scientifique a procédé à une superposition en utilisant des transparents et ça a montré que les marques correspondaient au motif de sa chaîne. Il n'y a qu'une explication possible. Sa chaîne s'est retrouvée coincée entre son cou et le rebord de la cuvette des toilettes. Elle n'aurait pas dû avoir ces marques. Ce sont des vaisseaux sous la peau qui se sont rompus, ce qui indique que ça s'est produit alors qu'elle était en vie. On ne se fait pas ça en s'évanouissant au-dessus de la cuvette des toilettes. C'est impossible. En analysant le carrelage de la salle de bain, la cuvette des toilettes et les marques visibles sur le cou de la jeune femme, les enquêteurs relèvent des incohérences qui discréditent la version des faits avancée par Doug Plude. L'absence d'empreintes digitales sur les capsules vides des médicaments, les empreintes palmaires de Janelle sur le sol et celles de Douglas près du lavabo, la marque du collier incrusté dans la chair du cou de la victime racontent dès lors une toute autre histoire. Elle s'est débattue. C'est pourquoi il n'y a pas ces empreintes sur la cuvette, sur le rebord, mais par terre. Et je pense que Doug se tenait au-dessus d'elle. C'est pour ça qu'il y avait son empreinte palmaire sur le bord du lavabo, juste à côté, à droite des toilettes. Dans cette position, il a pu s'appuyer pour maintenir sa tête dans l'eau. Doug Plude est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. Il continue de nier les faits, jusqu'à ce qu'une infirmière des urgences se manifeste et fasse une révélation étonnante. Le procureur pense avoir suffisamment d'éléments à charge pour inculper Doug Plude de meurtre avec préméditation. D'après les conclusions de l'expert informatique, de l'ingénieur et les photos de l'autopsie, le procureur pense que Janelle avait dit à son mari qu'elle comptait déménager et demander le divorce. Les emails qu'elle a envoyés à ses amis montrent que Doug a essayé de la faire changer d'avis. Il rêvait d'une vie sexuelle plus délurée et il avait besoin que sa femme participe. Il avait besoin d'avoir cette superbe femme à ses côtés pour se donner de l'importance par rapport aux autres. Donc s'il perdait sa femme, il devenait un moins que rien. Doug savait peut-être aussi que Janelle avait prévu d'aller au Texas pour rendre visite à une femme rencontrée sur Internet. Le procureur pense que Doug ne l'a pas supporté. Il a donc décidé de tuer sa femme en faisant passer cela pour un suicide. Il utilise alors des mouchoirs pour vider les gélules afin de ne laisser aucune empreinte. Il verse ensuite une partie de la poudre dans son soda. Ce soir-là, la jeune femme reste devant son ordinateur jusqu'à environ 2 heures du matin. Les enquêteurs pensent que Doug a administré le reste des barbituriques à sa femme plus tard dans la nuit. Comme elle était déjà inconsciente, il a utilisé une sonde d'intubation. Il ne lui restait plus qu'à tout nettoyer et attendre que les barbituriques fassent effet. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les barbituriques n'ont pas tué Janelle, ils l'ont fait vomir.
Lorsque Doug a réalisé que sa femme ne ferait pas une overdose de médicaments, il a paniqué et l'a noyée. Les empreintes palmaires de Janelle indiquent qu'elle s'est débattue et l'empreinte de son mari prouve qu'il était là. La chaîne de la jeune femme s'est retrouvée coincée entre son cou et le rebord de la cuvette, d'où les petites éraflures constatées à l'autopsie. Doug lui a ensuite ôté son collier avant d'appeler l'ambulance. Plus tard à l'hôpital, peu de temps avant que le corps de Janelle ne soit transporté à la morgue, une infirmière entend Doug parler à sa femme. J'ai entendu M. Ploud dire à Janelle, et il l'a dit exactement comme ça, sur ce ton, « Je t'avais dit de ne pas me quitter ». L'infirmière a dit que sa façon de parler lui avait donné froid dans le dos et qu'elle ne l'oublierait jamais. Quand on entend quelque chose comme ça, on se dit que oui, c'est un dominateur, que c'est un cas de violence domestique et que oui, il l'a tué. Le jury délibère pendant environ 8 heures. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Douglas J. Ploud, coupable de meurtre avec préméditation. On croit toujours que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. On se dit que les gens qu'on connaît ne peuvent pas faire de mal à notre enfant. C'est ce que je me demande tout le temps. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Doug Ploud est condamné à la prison à vie. Les preuves médico-légales et les conclusions de l'expert sont accablantes. Elle avait ses éraflures. On ne pouvait pas revenir là-dessus. C'est ce qui a orienté les enquêteurs et a donné aux experts scientifiques une base de travail. Et ils en ont tiré des conclusions qui ont abouti à sa condamnation. Si vous franchissez la limite, si vous commettez une terrible erreur, la police finira par vous démasquer à un moment ou à un autre, c'est sûr. Cette affaire n'aurait pas été résolue sans la reconstitution avec la cuvette. Il fallait que les jurés voient quelqu'un essayer de rentrer la tête dedans pour se rendre compte. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre. J'ai envisagé tous les scénarios possibles, mais je n'ai jamais pu parvenir à la conclusion qu'elle s'était suicidée. Douglas a assassiné sa femme parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse le quitter pour s'épanouir hors du couple dans la sexualité qui lui convenait. Les avocats de la défense ont naturellement repris dans leur plaidoirie la thèse du suicide. Selon eux, Janelle aurait décidé de mettre fin à ses jours après avoir été éconduite dans sa tentative de séduire une internaute. Mais cet argument a rapidement été balayé par les preuves médico-légales confirmant l'homicide avec préméditation. Après quelques heures de délibération, les membres du jury ont reconnu Ploud coupable. Condamné à purger une peine de 20 ans de réclusion, avec possibilité de liberté conditionnelle, Ploud a continué de clamer son innocence. Et dans le but de minimiser sa peine, il a avancé que sa mère, atteinte d'un cancer, serait abandonnée s'il devait être incarcéré. Bien que sensible à cet argument, le juge a néanmoins maintenu sa décision. Sachez enfin, pour clore ce dossier, qu'en 2007, en France, 192 homicides ont été commis au sein du couple, dont 86% des victimes étaient des femmes. Si vous appréciez les romans de John le Carré, l'histoire que je vais vous raconter à présent devrait pouvoir vous intéresser. Jugeons plutôt. Un Premier ministre assassiné. Le cadavre d'un séducteur suédois porteur d'une fausse carte du FBI retrouvé nu et enseveli sous la neige quelque part en Caroline du Nord. Une vieille dame exécutée à bout portant dans sa cuisine. Policiers et agents des services secrets de deux pays sont mobilisés pour tenter de dénouer les fils de cette incroyable énigme. Un matin de janvier 1994, un géomètre se rend dans les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. C'est un travail difficile et plutôt astreignant. Mais ce jour-là, il ne veut pas seulement avoir affaire à la topographie des lieux. Il découvre en effet le cadavre d'un homme, dans la neige.
La victime était entièrement nue et elle avait été tuée de 2 balles, une dans la nuque et une dans la tête. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une exécution perpétrée par un professionnel. Quand on dénude une victime sur une scène de crime, c'est principalement pour se débarrasser des preuves éventuelles. Mais le tueur a tout de même laissé un indice. À quelques mètres du corps, les enquêteurs trouvent un morceau de Chatterton noir de 40 cm. Il y avait un trou dessus qui pouvait correspondre à un impact de balle, mais aussi des gouttes rouges qui étaient en fait du sang et des cheveux humains. Selon toute vraisemblance, la victime a été bâillonnée avec ce ruban adhésif. Il y a son sang et ses cheveux dessus. Les enquêteurs vérifient le fichier des personnes disparues et ne tardent pas à l'identifier. Il s'agit de Victor Gunnarsson, 40 ans, un ressortissant suédois qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Gunnarsson est bien connu des services d'Interpol. Quelques années plus tôt, il a été le principal suspect dans l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme. Ce meurtre a profondément bouleversé la société suédoise. Ici, les gens ne sont pas habitués à la violence. Ils ne la voient que dans les autres villes. Ils pensaient être à l'abri de ce genre de choses. Mais ce n'est pas le cas. Et ils sont déstabilisés. Le meurtre a eu lieu par une froide soirée en 1986. Ce soir-là, Olof Palme et sa femme étaient sortis au cinéma et avaient donné congé à leur garde du corps. Quand ils sont sortis du cinéma, un homme les a abordés. Ils ont eu une brève conversation. Et alors qu'il s'éloignait, l'homme lui a tiré 2 balles dans le dos. Olof Palme a été touché dans la colonne vertébrale et en plein dans l'aorte. Il est mort sur le coup. À l'époque, les autorités suédoises soupçonnent un extrémiste de droite, Victor Gunnarsson, d'être impliqué dans ce meurtre. Il correspond à la description de l'assassin et des témoins l'ont entendu critiquer violemment Olof Palme et sa politique dans un bar près du cinéma. Mais aucun de ces témoins ne le reconnaît lors de la séance d'identification et il est finalement relâché. Tout le monde connaissait son nom. Et Victor Gunnarsson est devenu un véritable paria en Suède. Il n'arrivait plus à trouver de travail. Les gens le traitaient d'assassin dans la rue. Et il a compris qu'il ne pouvait plus rester en Suède. Gunnarsson se réfugie aux États-Unis et 8 ans plus tard, son cadavre se retrouve sur la table d'un médecin légiste en Caroline du Nord. Certains partisans de la théorie du complot prétendent que c'était la CIA qui avait supprimé Gunnarsson et qu'il l'avait engagé pour tuer Palme. Et que donc c'était la CIA qui l'avait liquidé à Salisbury en Caroline du Nord pour effacer toute trace de son implication. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs des 2 pays veulent à tout prix retrouver l'assassin de Gunnarsson. Il avait une réputation de grand séducteur, c'était un très bel homme. Il engageait la conversation avec tout le monde, il sympathisait facilement avec les gens qu'il rencontrait et il finissait souvent par être invité à dîner. Parfois, Victor Gunnarsson séduisait les femmes en leur racontant qu'il était un réalisateur en vogue et qu'il allait les engager pour son prochain film. Il lui arrivait aussi de sortir une fausse carte du FBI pour leur faire croire qu'il était un agent secret en mission. Les meurtres d'Olof Palme, le Premier ministre suédois assassiné dans une rue de Stockholm en 1986, et celui de Victor Gunnarsson, professeur de langue suédoise, résident aux États-Unis, sont-ils liés? Bien qu'aucune preuve matérielle n'ait pu être établie pour incriminer le second du meurtre du premier, un doute avait subsisté. Mais d'autres pistes plus ténébreuses encore avaient été envisagées à l'époque. Palme avait-il été victime d'un complot monté par les services secrets sud-africains à cause de sa dénonciation de l'apartheid? Était-il tombé sous les balles d'un tireur à la solde du gouvernement indien suite à la signature d'un contrat d'armement lié
à de scandaleuses rétrocommissions? Avait-il été la cible d'une faction d'extrême droite de la police suédoise? À moins que les services secrets américains n'aient choisi d'éliminer un dirigeant hostile à la politique menée par leur pays et qu'ils aient ensuite effacé un témoin devenu gênant. L'autopsie révèle que Gunnarsson a été abattu avec un 22 mm. Le médecin légiste parvient également à déterminer l'heure approximative du décès. Durant l'autopsie, j'ai retrouvé dans son estomac de la peau de pomme de terre, ce qui indiquait qu'il avait vraisemblablement mangé des pommes de terre peu de temps avant de mourir. La présence d'aliments non digérés dans l'estomac de Gunnarsson indique qu'il a été tué dans les 4 heures qui ont suivi son dernier repas. La dernière personne à l'avoir vu vivant est sa petite amie, Kay Whedon. Elle nous a indiqué l'heure à laquelle ils avaient mangé. Et elle nous a confirmé que Victor Gunnarsson avait bien mangé des pommes de terre. Kay Whedon affirme que Gunnarsson l'a déposé chez elle vers 23 heures et qu'elle ne l'a pas revu par la suite. On s'est dit au revoir sur le pas de la porte, devant chez moi. Il m'a souhaité bonne nuit. On pense qu'il est rentré chez lui après ça parce que son véhicule était garé devant son appartement, comme d'habitude. Il n'y a aucun signe d'effraction ni aucune trace de lutte dans l'appartement de Gunnarsson. Le meurtre d'Olof Palme n'ayant toujours pas été résolu, la police suédoise suit l'enquête de très près. Il voulait savoir ce qu'on avait trouvé chez Victor, dans ses papiers, ce genre de choses. Mais on n'a rien trouvé qui le reliait de près ou de loin au meurtre. 4 jours après le meurtre de Gunnarsson, Kay Whedon est frappée par une autre tragédie. Sa mère, Catherine Miller, 77 ans, est abattue chez elle. Il n'y avait pas de signe d'effraction, donc apparemment elle connaissait son assassin. Elle l'avait laissé entrer chez elle sans se méfier et il lui avait tiré dans le dos alors qu'elle était debout dans la cuisine, en train de préparer son dîner. Comme Gunnarsson, la vieille dame a été exécutée de 2 balles dans la tête. Mais pas avec la même arme. Cette fois, il s'agit d'un calibre 38. En l'espace de quelques jours, 2 proches de Kay Whedon sont assassinés. Et Kay indique aux enquêteurs qu'elle a des raisons de croire que sa vie est également en danger. Dans les mois précédents, elle a reçu plusieurs lettres de menaces, mais aussi des appels anonymes. Une autre fois, l'homme lui réclame 2000 $, sinon il tuera son fils. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. C'est très difficile d'avoir peur et de ne pas savoir d'où vient le danger. Kay dit n'avoir aucun ennemi. La seule personne qui pourrait lui en vouloir est son ex-petite amie, Elsie Underwood, un policier à la retraite qui apparemment n'accepte pas leur séparation. C'était ma première soirée avec mon nouveau petit ami et on était allés au restaurant. Elsie a fait irruption dans le restaurant. Il a regardé mon verre de thé glacé, il m'a regardé, il l'a pris et il me l'a renversé sur les genoux. Depuis, les choses s'étaient néanmoins calmées et Kay affirme que lorsqu'elle reçoit des appels anonymes, ce n'est pas la voix d'Underwood. Les enquêteurs veulent interroger Underwood sur cette affaire, mais celui-ci refuse. Lorsqu'il vérifie son emploi du temps la nuit du meurtre de Victor Gunnarsson, il découvre que ce soir-là, il a appelé un collègue pour lui demander d'identifier une plaque d'immatriculation. First name is V as in Victor. The last name is Gunnarson. Quelques heures plus tard, Gunnarsson était assassiné.
Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, ce n'est pas une coïncidence. Kay Whedon a commencé à recevoir des lettres de menaces et des appels anonymes peu de temps après avoir rompu avec Elsie Underwood. Et quelque temps plus tard, sa mère et son nouveau petit ami sont assassinés. La police découvre qu'Underwood a divorcé 3 fois et que plusieurs femmes ont déjà porté plainte contre lui. Il était évident qu'il avait un problème avec les femmes. Il avait un passif. Il avait déjà suivi et harcelé plusieurs femmes. Il avait vandalisé leurs effets personnels quand leur relation avait commencé à se détériorer. Pour savoir si Underwood est l'auteur des lettres anonymes, la police saisit sa machine à écrire électronique et l'envoie à un expert en analyse de documents, David Dunn. Le ruban encreur pouvait très bien être dans la machine depuis des mois, peut-être des années. Mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois, ce qui veut dire qu'il garde l'empreinte du document qui a été tapé. Le ruban de cette machine à écrire bouge de haut en bas. Les lettres sont transférées dessus en plusieurs colonnes verticales. Il y avait une succession de plusieurs colonnes de 3 lettres. En d'autres termes, les lettres tapées apparaissaient par rangées de 3. Dunn cherche à retrouver des mots ou des phrases qui étaient dans les lettres qu'a reçues Kay Whedon, et notamment une phrase qui revient souvent. « Les roses sont rouges ». J'étais en train d'examiner le ruban et tout à coup, bingo, je vois « les roses sont rouges ». Je me suis dit, je pense que je l'ai, mais comme tous les experts vous le diront, il ne suffit pas de retrouver simplement quelques mots. Dunn retrouve des phrases entières de ces lettres. Il ne fait désormais plus aucun doute qu'elles ont été tapées avec cette machine à écrire. L'expertise du ruban de la machine à écrire du suspect a permis d'établir qu'il est l'auteur des lettres de menaces adressées à Kay Whedon, son ex-maîtresse, devenue la compagne de Victor Gunnarsson. Déjà, avant l'invention des machines électriques à boules, les machines entièrement mécaniques pouvaient être distinguées les unes des autres grâce aux légers défauts que présentait la fonte de leur caractère. Ainsi, vous souvenez-vous sans doute de la célèbre affaire Seznec. En 1924, Guillaume Seznec est accusé du meurtre de Pierre Kemner, conseiller général du Finistère. L'accusation repose en partie sur une promesse de vente dactylographiée portant sur l'achat très avantageux d'une vaste propriété que possédait Kemner. La machine à écrire de Seznec est saisie et permet à l'époque d'établir sa culpabilité. Il s'avéra, bien des années plus tard, que Seznec fut vraisemblablement victime d'une machination, la machine à écrire incriminée n'ayant été découverte qu'à la 4e perquisition effectuée à son domicile par l'inspecteur Bonny, un policier ayant la détestable réputation de falsifier les preuves. Dans notre affaire, les pièces du puzzle se sont mises en place. Underwood a envoyé des lettres de menaces à son ex-maîtresse, dactylographiées sur sa machine à écrire. Ne reste plus à prouver que dans son désir de vengeance aveugle, il est aussi l'auteur du meurtre de Gunnarsson. Et sans doute aussi de celui de Catherine Miller, la mère de Kay Whedon. Je n'aurais jamais pensé que c'était lui. Je n'en revenais pas quand la police m'a dit que c'était Elsie, l'auteur de toutes ces lettres. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent le domicile d'Underwood. Sa maison est impeccable. C'était un obsédé de la propreté, à tel point que c'en était trop. Il passait l'aspirateur dès qu'on quittait une pièce. Il vidait le cendrier dès qu'on l'avait utilisé. C'était presque trop propre chez lui. Les enquêteurs ne trouvent a priori rien de suspect, il n'y a pas d'arme à feu. Mais dans la buanderie, derrière la machine à laver,
il remarque qu'il y a du ruban isolant noir autour de la gaine d'évacuation. Ils le font examiner au microscope et il s'avère qu'il s'agit du même type de ruban adhésif que celui retrouvé près du corps de Gunnarsson. On a comparé la largeur, l'épaisseur. On a analysé la composition du revêtement et de l'adhésif. Grâce à une technique appelée spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, ils obtiennent encore plus d'informations. Un faisceau infrarouge traverse l'échantillon, ou si on utilise un réflecteur, il rebondit sur la surface de l'objet. Et il suffit ensuite de mesurer la fréquence du rayonnement absorbé. Les deux échantillons de ruban adhésif présentent le même spectre infrarouge. Ce qui signifie que le ruban isolant retrouvé chez Underwood est de la même marque et provient probablement du même rouleau que celui retrouvé près du corps de Gunnarsson. Cela voulait dire que les deux échantillons provenaient du même rouleau, ou qu'ils étaient de la même marque. Les enquêteurs examinent alors la voiture du suspect. Quelques jours après les meurtres de Gunnarsson et Catherine Miller, Underwood a emmené ses deux voitures dans une station de lavage. Il a bien précisé à l'employé de la station de lavage qu'il voulait que la voiture soit nettoyée de fond en comble. Il voulait qu'il passe l'aspirateur dans le coffre. Les enquêteurs remarquent des éraflures à l'intérieur du coffre. En revanche, la moquette intérieure est impeccable. L'expert utilise alors du ruban adhésif pour collecter d'éventuelles fibres résiduelles, mais sans résultat. Alors qu'il est à deux doigts de baisser les bras, il remarque quelque chose. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu tout de suite? Quand j'ai vu ce cheveu, j'ai repris un morceau de ruban adhésif pour essayer de le récupérer, mais ça n'a pas marché. Il était complètement incrusté dans la moquette, à un endroit bien précis. Il extrait alors chaque cheveu un à un de la moquette. Au total, il en récupère 16. Mais il n'y a aucune racine. Il est donc impossible de procéder à une analyse de l'ADN nucléaire. Les experts décident d'utiliser une technique moins précise, l'analyse de l'ADN mitochondrial. Cet ADN, situé à l'extérieur du noyau de chaque cellule, est différent de l'ADN nucléaire, mais il est tout de même porteur d'informations génétiques. Les experts effectuent deux séries d'analyses, l'une sur les cheveux retrouvés dans le coffre et une deuxième à partir du sang de la victime. Et les résultats sont sans appel. Les cheveux présentaient la même séquence d'ADN mitochondrial que l'échantillon de sang prélevé sur Victor Gunnarsson. Ce qui voulait dire que ces cheveux pouvaient être les siens. Gunnarsson s'est donc trouvé à un moment donné dans le coffre de la voiture d'Underwood. Ce n'était pas vraiment une surprise. On s'attendait vraiment à avoir cette information. Pour moi, ce jour-là, ça a vraiment été le meilleur moment de toute l'enquête. L'identification génétique procède par analyse de l'ADN nucléaire enroulé dans le noyau de nos cellules. Mais les mitochondries contiennent également de l'ADN. Hérité uniquement de la mère, l'ADN mitochondrial est présent à plusieurs dizaines de copies dans la cellule. Il peut donc parler, même sur des échantillons anciens ou dégradés. Et c'est en utilisant cette technique que des biologistes viennent très récemment de décrypter le génome d'Ötzi, l'homme conservé dans les glaces du Tyrol italien pendant 5300 ans. En comparant l'ADN d'Ötzi avec 1300 Européens actuels, les chercheurs ont trouvé que les populations qui lui sont les plus proches génétiquement vivent aujourd'hui en Corse et en Sardaigne. Dans notre affaire, les experts sont parvenus à établir que les cheveux dénués de racines retrouvés dans le coffre de la voiture d'Underwood possédaient la même signature ADN que celle du cadavre de Gunnarsson. Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence.
Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Whedon. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance, mais la jalousie. Malgré leur rupture, Underwood était prêt à tout pour récupérer Kay Whedon. Il a donc tout fait pour détruire sa vie et la rendre vulnérable. Comme la plupart des gens, Kay Whedon était très proche de sa mère. Avec le décès de Cathy Miller et de Victor Gunnarsson, il ne lui restait plus que Elsie Underwood. Underwood a tapé les lettres de menace sur la machine à écrire de son travail et a fait appeler quelqu'un d'autre pour la menacer par téléphone, mais il n'a pas réussi à l'intimider. Apparemment, Underwood espionnait Kay. Un soir, il aperçoit une voiture qu'il ne connaît pas devant chez elle. Il demande alors à un collègue de l'identifier. Il a désormais toutes les informations dont il a besoin. Il se rend chez Gunnarsson et le menace d'une arme. Il le fait entrer de force dans le coffre de sa voiture et l'emmène dans un endroit désert, à 150 km de là. Il l'entraîne dans les bois. Là, il lui ordonne de se déshabiller et l'abat froidement. Il tente d'effacer toute trace de son passage, mais en partant, il fait tomber un morceau de ruban adhésif par terre. Il fait nettoyer sa voiture, mais il reste 16 cheveux de la victime dans son coffre. Victor Gunnarsson n'a vraiment pas eu de chance. Il ne connaissait Kay Whedon que depuis 2 ou 3 semaines quand il a été tué. Il n'avait jamais entendu parler de Elsie Underwood. Le procureur pense qu'Underwood s'est rendu quelques jours plus tard chez la mère de Kay pour l'assassiner. Plusieurs témoins ont confirmé que M. Underwood possédait un Colt calibre 38, un revolver à canon très court. Il l'avait prêté à un de ses amis. Et le soir du meurtre de Catherine Miller, Elsie Underwood est allée chez cet ami pour récupérer ce revolver. Nous pensons qu'il s'agit du 38 mm qui avait été utilisé pour tuer Catherine Miller. Mais les deux armes ne seront jamais retrouvées. Underwood est reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il avait pris soin de ne laisser aucune trace. Sans les sciences médico-légales, on n'aurait probablement jamais pu prouver sa culpabilité. Sans les sciences médico-légales et l'analyse de l'ADN mitochondrial, je pense qu'il ne se serait jamais fait prendre et qu'il serait passé à travers les mailles du filet. Ainsi se termine cette affaire. Elle a mobilisé durant plusieurs semaines policiers et agents secrets suédois et américains. Gunnarsson n'était pas impliqué dans le meurtre du Premier ministre suédois, pas plus qu'il ne l'était dans un obscur complot international. Une question se pose néanmoins. Comment Underwood, un ex-policier habitué pourtant à traiter des affaires criminelles, a-t-il pu commettre d'aussi nombreuses erreurs? La réponse est rassurante. Parce que même pour un enquêteur professionnel, il est presque impossible d'effacer indices et preuves matérielles. Impossible de nettoyer parfaitement une scène de crime. Impossible de déjouer à 100%
les expertises scientifiques. Je me souviens qu'un fait divers avait fait grand bruit il y a quelques années à Hollywood. La femme d'un célèbre acteur spécialisé dans les séries policières télévisées avait été abattue d'une balle dans la tête à la sortie d'un restaurant. Se trouvant à ses côtés, son mari avait été capable de dresser un portrait robot de l'assassin. Après 15 jours d'enquête, l'acteur fut arrêté. Face aux preuves médico-légales qui l'accusaient du meurtre de son épouse, il avait eu cette réflexion mémorable: j'ai joué dans une 40aine de téléfilms. J'ai eu ainsi l'occasion d'étudier de près toutes les astuces qu'utilisent les criminels pour déjouer la police. J'avais sélectionné les meilleures d'entre elles pour tuer ma femme. Et j'étais sûr de ne pas me faire prendre. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, de nous être fidèles, et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. C'est difficile d'avoir peur et de ne pas savoir d'où vient le danger. Kay dit n'avoir aucun ennemi. La seule personne qui pourrait lui en vouloir est son ex-petite amie, Elsie Underwood, un policier à la retraite qui apparemment n'accepte pas leur séparation. C'était ma première soirée avec mon nouveau petit ami et on était allé au restaurant. Elsie a fait irruption dans le restaurant. Il a regardé mon verre de thé glacé, il m'a regardé, il l'a pris et il me l'a renversé sur les genoux. Depuis, les choses s'étaient néanmoins calmées et Kay affirme que lorsqu'elle reçoit des appels anonymes, ce n'est pas la voix d'Underwood. Les enquêteurs veulent interroger Underwood sur cette affaire, mais celui-ci refuse. Lorsqu'il vérifie son emploi du temps la nuit du meurtre de Victor Gunnarsson, il découvre que ce soir-là, il a appelé un collègue pour lui demander d'identifier une plaque d'immatriculation. David Paul Williams, 7098. This comes back to 79 Lincoln, four-door. First name V as in Victor. The last name is Gunnarson. Quelques heures plus tard, Gunnarsson était assassiné. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, ce n'est pas une coïncidence. Kay Whedon a commencé à recevoir des lettres de menaces et des appels anonymes peu de temps après avoir rompu avec Elsie Underwood. Et quelque temps plus tard, sa mère et son nouveau petit ami sont assassinés. La police découvre qu'Underwood a divorcé 3 fois et que plusieurs femmes ont déjà porté plainte contre lui. Il était évident qu'il avait un problème avec les femmes. Il avait un passif. Il avait déjà suivi et harcelé plusieurs femmes. Il avait vandalisé leurs effets personnels quand leur relation avait commencé à se détériorer. Pour savoir si Underwood est l'auteur des lettres anonymes, la police saisit sa machine à écrire électronique et l'envoie à un expert en analyse de documents, David Dunn. Le ruban encreur pouvait très bien être dans la machine depuis des mois, peut-être des années. Mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois, ce qui veut dire qu'il garde l'empreinte du document qui a été tapé. Le ruban de cette machine à écrire bouge de haut en bas. Les lettres sont transférées dessus en plusieurs colonnes verticales. Les parents de Janelle disent à la police que leur fille voulait divorcer. Elle s'aimait comme elle était. Elle aimait sa vie. Elle aimait la vie en général. C'est pour ça que pour moi, ça n'avait pas de sens qu'elle se soit suicidée. La plupart des utilisateurs d'ordinateurs et d'Internet ignorent qu'il ne suffit pas d'effacer un fichier du disque dur pour en supprimer la trace. Car un fichier devenu invisible est toujours présent dans le système central de l'appareil. Et il peut être restitué par un expert du numérique. En France,
Près de 200 spécialistes exercent aujourd'hui dans le secteur libéral. Procureurs et juges d'instruction utilisent aussi les compétences des gendarmes, de l'Institut de recherche criminelle et des policiers de l'Office central de lutte contre la criminalité, liée aux techniques de l'information et de la communication. L'informatique est utilisée par tous les gens qui sont en marge, rappelle Jean-Raymond Lemaire, un expert judiciaire, que ce soit le pédophile, le terroriste, l'escroc, les membres du grand banditisme ou de réseaux de trafiquants de drogue. Dans notre affaire, les enquêteurs découvrent que Doug Pleud s'adonnait compulsivement à la recherche de partenaires sexuels sur des sites internet et qu'il y associait sa femme, sans doute à son insu. En fouillant dans les tréfonds du disque dur, les experts mettent également à jour une information capitale. Genel avait établi un contact avec une internaute et avait l'intention de lui rendre visite au Texas. Dès lors, une question se pose. Une femme qui vient de prendre un rendez-vous amoureux, a-t-elle réellement l'intention de se suicider ? Elle devenait enfin elle-même et elle avait des projets, ce qui prouve bien qu'elle attendait beaucoup de la vie. Elle ne montrait aucun signe clinique de dépression. Elle n'avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui a complètement baissé les bras et qui veut en finir. En épluchant la messagerie de Genel, les enquêteurs découvrent que ce qu'ils croyaient être un message d'adieu ne l'est pas du tout. La jeune femme parlait en fait de son mariage. Elle ne voulait pas se suicider, mais quitter le domicile conjugal. Ils décident donc de s'intéresser de plus près à son mari, Doug. Ouais, très bizarre. Doug était un type extrêmement bizarre. Doug Pleud, 30, le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme. Ce meurtre a profondément bouleversé la société suédoise. Ici, les gens ne sont pas habitués à la violence. Ils ne la voient que dans les autres villes. Ils pensaient être à l'abri de ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas, et ils sont déstabilisés. Le meurtre a eu lieu par une froide soirée en 1986. Ce soir-là, Olof Palme et sa femme étaient sortis au cinéma et avaient donné congé à leur garde du corps. Quand ils sont sortis du cinéma, un homme les a abordés. Ils ont eu une brève conversation. Et alors qu'il s'éloignait, l'homme lui a tiré 2 balles dans le dos. Olof Palme a été touché dans la colonne vertébrale et en plein dans l'aorte. Il est mort sur le coup. À l'époque, les autorités suédoises soupçonnent un extrémiste de droite, Viktor Gunnarsson, d'être impliqué dans ce meurtre. Il correspond à la description de l'assassin et des témoins l'ont entendu critiquer violemment Olof Palme et sa politique dans un bar près du cinéma. Mais aucun de ces témoins ne le reconnaît lors de la séance d'identification et il est finalement relâché. Tout le monde connaissait son nom et Viktor Gunnarsson est devenu un véritable paria en Suède. Il n'arrivait plus à trouver de travail. Les gens le traitaient d'assassin dans la rue. Et il a compris qu'il ne pouvait plus rester en Suède. Gunnarsson se réfugie aux États-Unis et 8 ans plus tard, son cadavre se retrouve sur la table d'un médecin légiste en Caroline du Nord. Certains partisans de la théorie du complot prétendent que c'était la CIA qui avait supprimé Gunnarsson et qu'il l'avait engagé pour tuer Palme. Et que donc c'était la CIA qui l'avait liquidé à Salisbury en Caroline du Nord pour effacer toute trace de son implication. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs des 2 pays veulent à tout prix retrouver l'assassin de Gunnarsson. Il avait une réputation de grand séducteur, c'était un très bel homme. Il engageait la conversation avec tout le monde, il sympathisait facilement avec les gens qu'il rencontrait et il finissait souvent par être invité à dîner.
Parfois, Victor Gunnarsson séduisait les femmes en leur racontant qu'il était un réalisateur en vogue et qu'il allait les engager pour son prochain film. Il lui arrivait aussi de sortir une fausse carte du FBI pour leur faire croire qu'il était un agent secret en mission. Les meurtres d'Olof Palme, le Premier ministre suédois assassiné dans une rue de Stockholm. Les cheveux présentaient la même séquence d'ADN mitochondrial que l'échantillon de sang prélevé sur Victor Gunnarsson. Ce qui voulait dire que ces cheveux pouvaient être les siens. Gunnarsson s'est donc trouvé à un moment donné dans le coffre de la voiture d'Underwood. Ce n'était pas vraiment une surprise. On s'attendait vraiment à avoir cette information. Pour moi, ce jour-là, ça a vraiment été le meilleur moment de toute l'enquête. L'identification génétique procède par analyse de l'ADN nucléaire enroulé dans le noyau de nos cellules. Mais les mitochondries contiennent également de l'ADN. Hérité uniquement de la mère, l'ADN mitochondrial est présent à plusieurs dizaines de copies dans la cellule. Il peut donc parler, même sur des échantillons anciens ou dégradés. Et c'est en utilisant cette technique que des biologistes viennent très récemment de décrypter le génome d'Ötzi, l'homme conservé dans les glaces du Tyrol italien pendant 5300 ans. En comparant l'ADN d'Ötzi avec 1300 Européens actuels, les chercheurs ont trouvé que les populations qui lui sont les plus proches génétiquement vivent aujourd'hui en Corse et en Sardaigne. Dans notre affaire, les experts sont parvenus à établir que les cheveux dénués de racines retrouvés dans le coffre de la voiture d'Underwood possédaient la même signature ADN que celle du cadavre de Gunnarsson. Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence. Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Whedon. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance, mais la jalousie. Malgré leur rupture, Underwood était prêt à tout pour récupérer Kay Whedon. Il a donc tout fait pour détruire sa vie et la rendre vulnérable. Comme la plupart des gens, Kay Whedon était très proche de sa mère. Avec le décès de Cathy Miller et de Victor Gunnarsson, il ne lui... Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence. Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Whedon. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance, mais la jalousie. Malgré leur rupture, Underwood était prêt à tout pour récupérer Kay Whedon. Il a donc tout fait pour détruire sa vie et la rendre vulnérable. Comme la plupart des gens, Kay Whedon était très proche de sa mère. Avec le décès de Cathy Miller et de Victor Gunnarsson, il ne lui restait plus que Elsie Underwood. Underwood a tapé les lettres de menace sur la machine à écrire de son travail et a fait appeler quelqu'un d'autre pour la menacer par téléphone, mais il n'a pas réussi à l'intimider. Apparemment, Underwood espionnait Kay. Un soir, il aperçoit une voiture qu'il ne connaît pas devant chez elle.
Il demande alors à un collègue de l'identifier. Il a désormais toutes les informations dont il a besoin. Il se rend chez Gunnarsson et le menace d'une arme. Il le fait entrer de force dans le coffre de sa voiture et l'emmène dans un endroit désert, à 150 km de là. Il l'entraîne dans les bois. Là, il lui ordonne de se déshabiller et l'abat froidement. Il tente d'effacer toute trace de son passage, mais en partant, il fait tomber un morceau de ruban adhésif par terre. Il fait nettoyer sa voiture, mais il reste 16 cheveux de la victime dans son coffre. Victor Gunnarsson n'a vraiment pas eu de chance. Il ne connaissait Kay Wedden que depuis 2 ou 3 semaines quand il a été tué. Il n'avait jamais entendu parler de Elsie Underwood. Le procureur pense qu'Underwood s'est rendu quelques jours. L'expert effectue 2 séries d'analyses. L'une sur les cheveux retrouvés dans le coffre et une deuxième à partir du sang de la victime. Et les résultats sont sans appel. Les cheveux présentaient la même séquence d'ADN mitochondrial que l'échantillon de sang prélevé sur Victor Gunnarsson. Ce qui voulait dire que ces cheveux pouvaient être les siens. Gunnarsson s'est donc trouvé à un moment donné dans le coffre de la voiture d'Underwood. Ce n'était pas vraiment une surprise. On s'attendait vraiment à avoir cette information. Pour moi, ce jour-là, ça a vraiment été le meilleur moment de toute l'enquête. L'identification génétique procède par analyse de l'ADN nucléaire enroulé dans le noyau de nos cellules. Mais les mitochondries contiennent également de l'ADN. Hérité uniquement de la mère, l'ADN mitochondrial est présent à plusieurs dizaines de copies dans la cellule. Il peut donc parler, même sur des échantillons anciens ou dégradés. Et c'est en utilisant cette technique que des biologistes viennent très récemment de décrypter le génome d'Ötzi, l'homme conservé dans les glaces du Tyrol italien pendant 5300 ans. En comparant l'ADN d'Ötzi avec 1300 Européens actuels, les chercheurs ont trouvé que les populations qui lui sont les plus proches génétiquement vivent aujourd'hui en Corse et en Sardaigne. Dans notre affaire, les experts sont parvenus à établir que les cheveux dénués de racines retrouvés dans le coffre de la voiture d'Underwood possédaient la même signature ADN que celle du cadavre de Gunnarsson. Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence. Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Wedden. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance, mais la jalousie. Malgré leur rupture, Underwood était prêt à tout pour récupérer Kay Wedden. Il a donc tout fait pour détruire sa vie et la rendre vulnérable. D'une faction d'extrême droite de la police suédoise, à moins que les services secrets américains n'aient choisi d'éliminer un dirigeant hostile à la politique menée par leur pays et qu'ils aient ensuite effacé un témoin devenu gênant. L'autopsie révèle que Gunnarsson a été abattu avec un 22 mm. Le médecin légiste parvient également à déterminer l'heure approximative du décès.
Durant l'autopsie, j'ai retrouvé dans son estomac de la peau de pomme de terre, ce qui indiquait qu'il avait vraisemblablement mangé des pommes de terre peu de temps avant de mourir. La présence d'aliments non digérés dans l'estomac de Gunnarsson indique qu'il a été tué dans les 4 heures qui ont suivi son dernier repas. La dernière personne à l'avoir vu vivant est sa petite amie, Kay Whedon. Elle nous a indiqué l'heure à laquelle ils avaient mangé. Et elle nous a confirmé que Victor Gunnarsson avait bien mangé des pommes de terre. Kay Whedon affirme que Gunnarsson l'a déposée chez elle vers 23 h et qu'elle ne l'a pas revu par la suite. On s'est dit au revoir sur le pas de la porte, devant chez moi. Il m'a souhaité bonne nuit. On pense qu'il est rentré chez lui après ça parce que son véhicule était garé devant son appartement, comme d'habitude. Il n'y a aucun signe d'effraction ni aucune trace de lutte dans l'appartement de Gunnarsson. Le meurtre d'Olof Palme n'ayant toujours pas été résolu, la police suédoise suit l'enquête de très près. Il voulait savoir ce qu'on avait trouvé chez Victor, dans ses papiers, ce genre de choses. Mais on n'a rien trouvé qui le reliait de près ou de loin au meurtre. 4 jours après le meurtre de Gunnarsson, Kay Whedon est frappée par une autre tragédie. Sa mère, Catherine Miller, 77 ans, est abattue chez elle. Il n'y avait pas de signe d'effraction, donc apparemment elle connaissait son assassin. Elle l'avait laissé entrer chez elle sans se méfier et il lui avait tiré dans le dos alors qu'elle était debout dans la cuisine, en train de préparer son dîner. Comme Gunnarsson, la vieille dame a été exécutée de 2 balles dans la tête. Mais pas avec la même arme. Cette fois, il s'agit d'un calibre 38. En l'espace de quelques jours, 2 proches de Kay Whedon sont assassinés. Et Kay indique aux enquêteurs qu'elle a des raisons de croire que sa vie est également en danger. Dans les mois précédents, elle a reçu plusieurs lettres de menaces, mais aussi des appels anonymes. Et chez lui après ça parce que son véhicule était garé devant son appartement, comme d'habitude. Il n'y a aucun signe d'effraction ni aucune trace de lutte dans l'appartement de Gunnarsson. Le meurtre d'Olof Palme n'ayant toujours pas été résolu, la police suédoise suit l'enquête de très près. Il voulait savoir ce qu'on avait trouvé chez Victor, dans ses papiers, ce genre de choses. Mais on n'a rien trouvé qui le reliait de près ou de loin au meurtre. 4 jours après le meurtre de Gunnarsson, Kay Whedon est frappée par une autre tragédie. Sa mère, Catherine Miller, 77 ans, est abattue chez elle. Il n'y avait pas de signe d'effraction, donc apparemment elle connaissait son assassin. Elle l'avait laissé entrer chez elle sans se méfier et il lui avait tiré dans le dos alors qu'elle était debout dans la cuisine, en train de préparer son dîner. Comme Gunnarsson, la vieille dame a été exécutée de 2 balles dans la tête. Mais pas avec la même arme. Cette fois, il s'agit d'un calibre 38. En l'espace de quelques jours, 2 proches de Kay Whedon sont assassinés. Et Kay indique aux enquêteurs qu'elle a des raisons de croire que sa vie est également en danger. Dans les mois précédents, elle a reçu plusieurs lettres de menaces, mais aussi des appels anonymes. Une autre fois, l'homme lui réclame 2000 $, sinon il tuera son fils. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. C'est très difficile d'avoir peur et de ne pas savoir d'où vient le danger. Kay dit n'avoir aucun ennemi. La seule personne qui pourrait lui en vouloir est son ex-petite amie, Elsie Underwood, un policier à la retraite qui apparemment n'accepte pas leur séparation. C'était ma première soirée avec mon nouveau petit ami et on était allé au restaurant. Elsie a fait irruption dans le restaurant. Il a regardé mon verre de thé glacé, il m'a regardé, il l'a pris et il me l'a renversé sur les genoux.
Depuis, les choses s'étaient néanmoins calmées et Kay affirme que lorsqu'elle reçoit des appels anonymes, ce n'est pas la voix d'Underwood. Les enquêteurs veulent interroger Underwood sur cette affaire, mais celui-ci refuse. Lorsqu'il vérifie son emploi du temps la nuit du meurtre de Victor Gunnarsson, il découvre que ce soir-là, il a appelé un collègue pour lui demander d'identifier une plaque d'immatriculation. Il décide donc de s'intéresser de plus près à son mari, Doug. Ouais, très bizarre. Doug était un type extrêmement bizarre. Doug Ploud, 35 ans, est ouvrier. Il travaille également comme ambulancier à temps partiel. Il était marié à Janelle depuis 8 ans. Doug déclare qu'ils étaient heureux ensemble, mais la famille de la jeune femme n'est pas de cet avis. Il n'avait aucun avenir dans son travail, et ça semblait lui convenir, mais pas à Janelle. Elle voulait avancer, elle voulait reprendre ses études et trouver un meilleur job. Sans compter que les informations contenues dans l'ordinateur de Janelle contredisent complètement le scénario du mariage heureux. Ils avaient des problèmes de couple et d'après ce que j'ai compris, ils s'étaient mis au libertinage pour essayer de sauver leur mariage. Mais apparemment, ça n'avait pas marché et Janelle lui avait dit qu'elle ne voulait plus être avec lui parce qu'elle préférait les femmes. Elle allait demander le divorce. Elle voulait le quitter. Elle avait vraiment envie d'avancer dans la vie et de reprendre les études. Elle a dit aussi qu'elle n'aimait pas la personne qu'il était en train de devenir. Mais Doug continue de dire qu'il a découvert sa femme inconsciente, la tête plongée dans la cuvette des toilettes. Les enquêteurs ne croient pas à son histoire. Ils décident donc de faire appel à Julius Blanco, un ingénieur spécialisé dans les installations sanitaires. Il explique que ce type d'installation est justement conçu pour éviter tout risque de noyade accidentelle. Si une personne meurt, perd conscience ou s'évanouit, elle tombera des toilettes. Elle ne tombera pas dans les toilettes. Compte tenu du poids d'un corps et la façon dont il bouge, il tombera obligatoirement à une certaine distance des toilettes. Il ne tombera jamais dedans. Et on a beaucoup d'exemples où ça s'est passé comme ça. L'ingénieur fait des essais avec une femme de la même taille que Janelle. Il prouve qu'à cause de la largeur du corps, seule une petite partie de la tête peut être immergée dans les toilettes. Votre tête rentre dans les toilettes. La partie supérieure de votre visage sera bien mouillée, vous aurez le nez sous l'eau, mais certainement pas le nez et la bouche en même temps. Pour un adulte, c'est totalement impossible. C'est alors que les enquêteurs remarquent quelque chose sur une des photos de l'autopsie, prise un jour après le décès de Janelle. En regardant la photo, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait un bleu dans le cou. Et je me suis immédiatement dit, incroyable, ça correspond au rebord de la cuvette des toilettes. Lorsqu'on est malade et qu'on vomit dans les toilettes, on ne se retrouve pas avec un bleu sur le cou, à moins que quelqu'un n'exerce une... Appelé un collègue pour lui demander d'identifier une plaque d'immatriculation. First name V as in Victor. The last name is Gunnarson. Quelques heures plus tard, Gunnarsson était assassiné. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, ce n'est pas une coïncidence. Kay Whedon a commencé à recevoir des lettres de menaces et des appels anonymes peu de temps après avoir rompu avec Elsie Underwood. Et quelque temps plus tard, sa mère et son nouveau petit ami sont assassinés. La police découvre qu'Underwood a divorcé 3 fois et que plusieurs femmes ont déjà porté plainte contre lui. Il était évident qu'il avait un problème avec les femmes. Il avait un passif. Il avait déjà suivi et harcelé plusieurs femmes. Il avait vandalisé leurs effets personnels quand leur relation avait commencé à se détériorer.
Pour savoir si Underwood est l'auteur des lettres anonymes, la police saisit sa machine à écrire électronique et l'envoie à un expert en analyse de documents, David Dunn. Le ruban encreur pouvait très bien être dans la machine depuis des mois, peut-être des années. Mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois, ce qui veut dire qu'il garde l'empreinte du document qui a été tapé. Le ruban de cette machine à écrire bouge de haut en bas. Les lettres sont transférées dessus en plusieurs colonnes verticales. Il y avait une succession de plusieurs colonnes de 3 lettres. En d'autres termes, les lettres tapées apparaissaient par rangées de 3. Dunn cherche à retrouver des mots ou des phrases qui étaient dans les lettres qu'a reçues Kay Whedon, et notamment une phrase qui revient souvent. « Les roses sont rouges ». J'étais en train d'examiner le ruban et tout à coup, bingo, je vois « les roses sont rouges ». Je me suis dit, je pense que je l'ai. Mais comme tous les experts vous le diront, il ne suffit pas de retrouver simplement quelques mots. Dunn retrouve des phrases entières de ces lettres. Il ne fait désormais plus aucun doute qu'elles ont été tapées avec cette machine à écrire. L'expertise du ruban de la machine à écrire du suspect a permis d'établir qu'il est l'auteur des lettres de menaces et ne supportait pas l'idée qu'elle puisse le quitter pour s'épanouir hors du couple dans la sexualité qui lui convenait. Les avocats de la défense ont naturellement repris dans leur plaidoirie la thèse du suicide. Selon eux, Genelle aurait décidé de mettre fin à ses jours après avoir été éconduite dans sa tentative de séduire une internaute. Mais cet argument a rapidement été balayé par les preuves médico-légales confirmant l'homicide avec préméditation. Après quelques heures de délibération, les membres du jury ont reconnu Plourde coupable. Condamné à purger une peine de 20 ans de réclusion, avec possibilité de liberté conditionnelle, Plourde a continué de clamer son innocence. Et dans le but de minimiser sa peine, il a avancé que sa mère, atteinte d'un cancer, serait abandonnée s'il devait être incarcéré. Bien que sensible à cet argument, le juge a néanmoins maintenu sa décision. Sachez enfin, pour clore ce dossier, qu'en 2007, en France, 192 homicides ont été commis au sein du couple, dont 86% des victimes étaient des femmes. Si vous appréciez les romans de John le Carré, l'histoire que je vais vous raconter à présent devrait pouvoir vous intéresser. Jugeons plutôt. Un Premier ministre assassiné. Le cadavre d'un séducteur suédois porteur d'une fausse carte du FBI retrouvé nu et enseveli sous la neige quelque part en Caroline du Nord. Une vieille dame exécutée à bout portant dans sa cuisine. Policiers et agents des services secrets de 2 pays sont mobilisés pour tenter de dénouer les fils de cette incroyable énigme. Un matin de janvier 1994, un géomètre se rend dans les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. C'est un travail difficile et plutôt astreignant. Mais ce jour-là, il ne veut pas seulement avoir affaire à la topographie des lieux. Il découvre en effet le cadavre d'un homme, dans la neige. La victime était entièrement nue et elle avait été tuée de 2 balles, une dans la nuque et une dans la tête. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une exécution perpétrée par un professionnel. Quand on dénude une victime sur une scène de crime, c'est principalement pour se débarrasser des preuves éventuelles. Mais le tueur a tout de même laissé un indice. À quelques mètres du corps, les enquêteurs trouvent un morceau de chatterton noir, moins précise, l'analyse de l'ADN mitochondrial. Cet ADN, situé à l'extérieur du noyau de chaque cellule, est différent de l'ADN nucléaire, mais il est tout de même porteur d'informations génétiques. Les experts effectuent 2 séries d'analyses, l'une sur les cheveux retrouvés dans le coffre et une deuxième à partir du sang de la victime. Et les résultats sont sans appel.
Les cheveux présentaient la même séquence d'ADN mitochondrial que l'échantillon de sang prélevé sur Victor Gunnarsson, ce qui voulait dire que ces cheveux pouvaient être les siens. Gunnarsson s'est donc trouvé à un moment donné dans le coffre de la voiture d'Underwood. Ce n'était pas vraiment une surprise. On s'attendait vraiment à avoir cette information. Pour moi, ce jour-là, ça a vraiment été le meilleur moment de toute l'enquête. L'identification génétique procède par analyse de l'ADN nucléaire enroulé dans le noyau de nos cellules. Mais les mitochondries contiennent également de l'ADN. Hérité uniquement de la mère, l'ADN mitochondrial est présent à plusieurs dizaines de copies dans la cellule. Il peut donc parler, même sur des échantillons anciens ou dégradés. Et c'est en utilisant cette technique que des biologistes viennent très récemment de décrypter le génome d'Ötzi, l'homme conservé dans les glaces du Tyrol italien pendant 5300 ans. En comparant l'ADN d'Ötzi avec 1300 Européens actuels, les chercheurs ont trouvé que les populations qui lui sont les plus proches génétiquement vivent aujourd'hui en Corse et en Sardaigne. Dans notre affaire, les experts sont parvenus à établir que les cheveux dénués de racines retrouvés dans le coffre de la voiture d'Underwood possédaient la même signature ADN que celle du cadavre de Gunnarsson. Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence. Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Whedon. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance. Un commissaire divisionnaire de la police judiciaire de Paris reçoit une longue lettre d'un inconnu. Elle est intitulée « Je suis l'assassin de Laetitia Tourreau ». Son auteur confesse être tombé follement amoureux de la jeune femme dans un dancing à la fin de l'année 1936. Puis, avoir été conduit après plusieurs mois de cours assidus et une demande en mariage. L'auteur de la lettre raconte ensuite comment il avait suivi sa future victime dans le métro et comment il l'avait assassinée entre deux stations. Mais cette confession, n'apportant rien de plus que ce qui avait été révélé dans la presse de l'époque, l'affaire est à nouveau classée sans suite. Alors je l'ai rouverte, 8 ans plus tard, dans une émission intitulée « Deux mémoires d'hommes », émission consacrée aux grandes énigmes de l'histoire. 2 mois avant la diffusion, j'avais demandé aux téléspectateurs de me fournir archives, témoignages, documents dont on le disposait. En dehors de quelques détails inédits, je n'avais pu recueillir aucun élément significatif. Ainsi, force fut de constater que Laetitia Tourreau avait bel et bien été victime d'un crime parfait. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à une affaire qui, elle, ne date que d'une dizaine d'années. C'est par une belle journée ensoleillée que Ken John apprend la mort de sa fille de 28 ans. C'était une journée magnifique. Les gens étaient dehors pour en profiter. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça alors que ma fille venait de mourir? 911, what is your emergency? Oh, I didn't do anything. My wife is dead. I found her in the toilet, and she was face first in the toilet. Okay. Oh my God! Oh my God! We've got him coming here. Quand les ambulanciers arrivent, Janelle Ploud est allongée par terre dans la salle de bain. Son mari, un secouriste expérimenté, est en train de lui faire un massage cardiaque. Mais il est trop tard. Sa femme est déclarée morte quelques instants plus tard. Je me souviens simplement avoir crié « Non ».
et dit qu'on arrivait immédiatement. À première vue, il s'agit d'un suicide. 39 capsules vides d'un barbiturique sont découvertes dans la poubelle de la salle de bain. Ce médicament a été prescrit à Janelle pour ses maux de tête. Il y avait une énorme quantité de barbiturique et de la codéine dans l'organisme de Janelle. Environ 20 fois la dose mortelle, je crois. Apparemment, Janelle a vidé les capsules